Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons discuter maintenant de la synchronisation des horloges d'un repère. Donc supposons que dans le repère K, nous ayons deux horloges, H1 et H2, à des endroits différents. Et nous voulons les synchroniser, comme lorsque l'on synchronise ses montres avant d'effectuer un cambriolage par exemple. Donc on a nos deux horloges et on peut utiliser plusieurs méthodes. Une première méthode, c'est de prendre l'horloge ou une autre horloge, de la synchroniser et de la déplacer en H2 et arriver là, on les synchronise. Alors on va le faire avec précaution parce que ces horloges pourraient être altérées par le mouvement et les accélérations. Donc on va les déplacer avec beaucoup de précaution et le plus doucement possible pour ne pas les altérer. Et pour vérifier, on peut ramener l'horloge qui a servi à synchroniser à son point de départ et vérifier qu'elle indique toujours bien la même heure que H1 et que le mouvement ne l'a pas abîmé ou altéré. Une deuxième mesure, une deuxième méthode, c'est de mesurer la distance qu'il y a entre les deux horloges. Ce qu'on peut faire avec des étalons de longueur et qui ne pose pas de difficulté puisque ce sont des horloges du repère, donc, comme nous avons décidé, que c'était des horloges immobiles dans ce repère. Et donc, les mesurer avec un certain nombre d'étalons ne pose pas de difficulté. Puis, on envoie un signal vers H2, un signal se déplaçant avec une vitesse V connue. Le signal V porte l'information de l'heure indiquée par H1, et lorsqu'il arrive en H2, on peut alors synchroniser. Avec une difficulté, c'est que le signal met un certain temps pour arriver à l'horloge H2. Mais ce temps est connu. C'est L divisé par la vitesse. Donc c'est H2 va être réglé à H1 plus L sur V, sachant que H1 a avancé pendant tout le temps que le signal allait jusqu'à H2. Notons que cette méthode est naturelle. C'est celle que nous utilisons naturellement lorsque nous entendons un orage. On voit le flash, qui à notre échelle se déplace, on peut le dire presque instantanément, et on entend le son, le grondement du tonnerre, quelques secondes plus tard. On sait qu'il se déplace à environ 300 mètres par seconde, et donc, quand on l'entend 3 secondes plus tard, on dit « Ah, l'orage est à 1 km de chez nous. » C'est exactement cette méthode-là. Mais comment connaître la vitesse du signal V? Comment la mesurer? En principe, pour la mesurer, on mesure le temps de parcours et la longueur, et on a sa vitesse. Oui, mais pour mesurer ce temps de parcours, il faut avoir les horloges. Donc, il faut les synchroniser. Donc, ça se mord la queue. Alors, une méthode consiste à faire un signal qui fait l'aller-retour. Avec la différence de temps ici, on peut alors en déduire la vitesse qu'il a mis pour faire l'aller-retour, et donc synchroniser H2 avec ce signal. On peut utiliser un signal à vitesse connue que nous connaissons. La vitesse de la lumière dans le vide, à une vitesse C invariante. Toujours la même. Donc, elle est idéale. C'est celle qui est utilisée par Einstein quand il a fondé la relativité et appelée synchronisation d'Einstein. Il utilise 2 et 3, la deuxième et troisième méthode, avec un signal lumineux. Notons qu'il y a peut-être une faille dans tout ça. Parce que nous avons fait 2 hypothèses implicites. Nous avons supposé que le déplacement d'horloge était suffisamment précautionneux pour ne pas l'altérer. Et qui dit qu'elle n'est quand même pas altérée par son déplacement, qu'elle ne se décale pas. Et quand on la ramènerait, elle se décalerait dans l'autre sens, et on y verrait que du feu quand on comparait à H1. Elle se décalerait en fonction du sens dans lequel on la déplace. Avancé, retardé. En fait, c'est exactement comme les fuseaux horaires.
Si vous changez de fuseau horaire, supposez que vous changez très très vite, vous constaterez qu'il y a 1 heure de décalage avec votre montre. Parce qu'on décale les horloges d'1 heure. Là, le décalage est volontaire. Ici, on se demande s'il ne pourrait pas y en avoir un involontaire. De même, pour la mesure de V, nous avons utilisé un signal qui fait un aller-retour, mais qui nous dit que le signal a une vitesse identique dans les deux sens? La première méthode pourrait introduire un décalage delta t, la deuxième pourrait, si la vitesse du signal n'est pas la même dans les deux sens, je vous laisse faire le calcul, ça peut introduire un décalage delta t'. En comparant les deux, on pourrait dire, ah ben oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, sauf si, pour une raison mystérieuse, les deux sont identiques. Un phénomène physique inconnu ferait que les horloges se décalent dans un sens, et dans l'autre sens en revenant, et la vitesse d'un signal est différente dans les deux sens, dans des proportions qui donnent le même résultat. Ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas? Dans ce cas-là, un tel décalage serait impossible à détecter. Et là, on en revient à ce qu'on parlait, à ce qu'on disait sur la physique. Si on ne peut pas le détecter, si c'est impossible à mesurer, à découvrir, pourquoi supposer? La physique traite de ce qu'on peut mesurer, de ce qu'on peut observer, pas de ce qui est impossible à détecter. En fait, les coordonnées sont arbitraires, nous l'avons dit. On peut avoir un décalage. C'est l'équivalent de nos fuseaux horaires. Les fuseaux horaires provoquent un décalage volontaire. Un tel décalage qui serait indécelable et qui ne se reflèterait que dans les coordonnées est équivalent à un choix de fuseau horaire. C'est un choix arbitraire. Donc on peut très bien l'ignorer. De plus, nous avons dit qu'il fallait respecter le principe de relativité. Cela implique que les lois physiques ne doivent pas dépendre de la position, puisqu'on peut avoir un repère avec une origine en chaque position, et la formulation de la loi doit être la même, et de même, elles doivent être indépendantes de la direction et du sens, parce qu'on peut orienter nos repères comme on veut. Si on respecte le principe de relativité, alors on ne peut pas avoir un tel décalage qui dépendrait du sens du déplacement. Ce serait une violation du principe de relativité. Tout nous conduit donc à dire que c'est indétectable, on a choisi de ne pas faire dépendre nos règles des positions et des directions, donc ignorons un tel décalage éventuel. En théorie, donc voilà pour la synchro. En théorie et en pratique, on fait différemment. Alors en théorie, on suppose avoir disposé une horloge en tous les points intéressants du repère où on en aurait besoin. En pratique, c'est pas ce qu'on fait. En pratique, on met une seule horloge. Si c'est des expériences de haute précision, on va utiliser une horloge atomique. Celles-ci sont coûteuses, et donc on ne va pas s'amuser à mettre une dizaine d'horloges atomiques dans le laboratoire. On va en utiliser une seule, et pour les mesures de temps, on va utiliser des signaux et des échanges de signaux. En fait, on ne fait qu'appliquer la procédure de synchronisation. Donc au lieu de mettre une horloge et de la synchroniser, on fait directement l'expérience et on utilise la procédure de synchronisation pour connaître l'instant qui se produit pour tel phénomène à tel endroit dans l'expérience. On peut faire aussi l'inverse en pratique. Puisqu'on doit connaître, pour un signal, on doit connaître la distance, on peut aussi utiliser des signaux à vitesse connue, des horloges qui seraient déjà synchronisées par quelque méthode que ce soit, et les utiliser pour mesurer les distances. C'est ce que l'on fait avec un télémètre. C'est ce que l'on fait avec le GPS. Avec le GPS, on détermine sa position grâce
à plusieurs satellites et des horloges atomiques placées dans ces satellites. Nous sommes presque au bout, parce que nous avons synchronisé les horloges à repères, mais nous avons plusieurs repères possibles. Nous avons par exemple deux repères K et K', K' en mouvement par rapport à K. Dans chaque repère, on a un jeu d'horloge, donc au moins théoriquement, un jeu d'horloge immobile permettant de mesurer le temps. Des horloges immobiles dans K, des horloges immobiles dans K'. Si on veut comparer les mesures faites dans les deux, il faut trouver aussi une manière de synchroniser les horloges de K et K', c'est-à-dire d'avoir une référence pour dire les horloges démarrent à tel moment, une référence commune. On a une difficulté, c'est le mouvement. Impossible de dire, je prends l'horloge, je la mets tranquillement à côté, elles ne sont pas immobiles. Les horloges de K' ne sont pas immobiles dans K. Mais elles se croisent. Et au moment où elles se croisent, pile à cet instant, on peut les comparer. On peut les comparer ou les synchroniser. Au moment où elles se croisent, elles sont côte à côte. Ça, c'est une facilité, par contre, on n'en avait pas ici. Notre horloge H2 ne va pas aller se balader pour aller près de H1. Ici, elles se croisent. Encore faut-il le faire en respectant le principe de relativité. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire. On pourrait dire, synchronisons toutes les horloges de K avec nos procédures, puis on synchronise toutes les horloges de K' chaque fois qu'elles croisent une horloge de K. Mais ça viole le principe de relativité. Parce que le repère K a alors une méthode de synchronisation qui est différente de K' ou de tout autre repère. On applique des procédures différentes. Et on verra plus tard qu'effectivement, ça pose un problème. Donc il nous faut une méthode dont on soit sûr qu'elle respecte le principe de relativité et pas de dire juste « Oh, ça doit être bon de faire comme ça ». Non, il faut être sûr. Alors on va choisir deux horloges de base. Une horloge H dans K, une horloge H' dans K'. Par exemple, des horloges situées au point d'origine, O et O', ce n'est pas une obligation. Lorsqu'elles se croisent, on les synchronise. Peu importe qu'on synchronise H sur H' ou H' sur H, ou qu'on les mette à zéro toutes les deux en même temps à ce moment-là. Le tout, c'est qu'elles indiquent la même heure au moment où elles se croisent, ce qui nous fait une synchronisation entre les deux repères. Deuxièmement, on synchronise toutes les horloges de K sur H en utilisant cette procédure. Et troisièmement, on synchronise toutes les horloges de K' sur H' en utilisant cette procédure. Et donc, en faisant ainsi, tout est symétrique. Les deux repères sont synchronisés de la même manière, sur un pied d'égalité. Et tout est synchronisé ensemble. Notons que dans la disposition standard de nos repères, avec K' qui se déplace par rapport à K, avec O' et O, on avait choisi que lorsque O et O' sont ensemble, alors T égale T' égale 0. Donc là, c'est effectivement cette procédure-là. On choisit les horloges au point d'origine, et au moment où elles se croisent, on les met à 0. Ce qui synchronise le tout et permet de comparer les résultats des deux repères. Voilà. Maintenant, nous sommes complets. Nous sommes armés. Nous avons tout ce qu'il faut. On va pouvoir attaquer la relativité. Alors, pour attaquer la relativité, il va poser un certain nombre de postulats. Quels sont les postulats que va respecter la relativité? Et ça, c'est ce que nous ferons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.